Alors, je vais commencer moi aussi en joignant ma voix à celle de mes copanélistes pour remercier les organisateurs. Donc, c'est un vrai plaisir d'être ici parmi vous, juristes, parce que effectivement, comme ça vous l'a été annoncé, et comme vous pouvez déjà le constater sur la première diapo, je suis un politologue. Alors, je ne me suis pas sauvé comme ça de mon département de sciences politiques pour infiltrer un colloque de juristes. J'ai souvent essayé de maintenir un pied dans une faculté de droit, un autre dans un département de sciences politiques, même si ce n'est pas toujours une position qui est confortable. Et comme on vous l'a dévoilé, en fait, mais je pense que mes collègues au département de sciences politiques ne le savent pas, mais j'ai effectivement un doctorat en droit, mais je vous demande de garder ça pour vous, en fait, parce que je pense effectivement que mes collègues au département de sciences politiques ne l'ont pas encore remarqué. C'est important de le savoir parce que ça va venir teinter ma présentation. Il y a certains termes que je vais utiliser et je vais leur attribuer un sens qui n'est pas celui qu'on leur donne généralement en droit. Et d'ailleurs, ma présentation ne porte pas sur la décision de l'OMC sur l'accès aux médicaments, mais plutôt sur la controverse relative à l'accès aux médicaments. Alors, je pense que c'est un cas qui est vraiment intéressant parce que c'est un cas qui est un peu atypique. Contrairement aux procédures de marchandage dans les négociations à l'OMC, dans ce cas-ci, on a essayé d'isoler cliniquement les négociations sur l'accès aux médicaments, c'est-à-dire qu'on a adopté à Doha une déclaration distincte. À Cancun en 2003, on a essayé d'en arriver à une décision juste avant la conférence ministérielle. Même chose en 2005 à Hong Kong, on a adopté en fait un amendement juste avant la conférence ministérielle pour effectivement isoler les négociations sur l'accès aux médicaments des autres négociations dans le cadre de Doha. Donc, c'est un cas un peu particulier. C'est un cas qui est souvent cité en exemple, d'ailleurs, à l'OMC par plusieurs directeurs généraux pour montrer que l'OMC est flexible, l'OMC sait s'ajuster. Justement, on a adopté un amendement en premier accord du cycle de l'Uruguay, donc l'accord sur les atypiques. Donc, c'est un cas un peu atypique, mais c'est aussi un cas qui, je pense, témoigne de d'autres phénomènes qu'on peut observer autour de l'OMC, parce qu'il s'agit, on en parlait déjà hier, des trade and. Donc, il s'agit effectivement d'un cas de commerce et santé publique, mais il y a plusieurs parallèles qu'on peut faire avec des enjeux dont on a discuté hier sur la diversité culturelle, sur l'environnement. Et je pense aussi que c'est un cas qui est de plus en plus typique des négociations à l'OMC, qui interpelle un nombre de parties prenantes, de stakeholders, qui est beaucoup plus vaste et diversifié que c'était le cas il y a une vingtaine d'années. Le sous-titre de la présentation, Chronique d'une mort annoncée. Alors, il n'y a pas que Richard Ouellette qui peut faire des références à la littérature dans les titres de ses présentations. Moi aussi, je suis capable. Alors, ceux d'entre vous qui avaient lu ce roman de Gabriel Garcia Marquez il y a quelques années, peut-être que ce n'est pas frais à la mémoire de tout le monde, je vous rappelle l'histoire. C'est un meurtre qui se produit dans un tout petit village et tous les habitants du village sont informés de ce meurtre qui est sur le point de se commettre, mais tous, pour des raisons différentes, et ça c'est important, tous pour des raisons différentes, décident de ne rien faire. Et donc, le meurtre a ici bel et bien lieu. Alors ici, je ne vous parlerai pas d'un homicide, mais plutôt d'une controverside, donc la fin d'une controverse. Mais avant de vous parler de la fin de la controverse, il faut d'abord parler du cycle de vie, de la naissance de cette controverse, qui n'a pas émergé finalement lors de la négociation de l'accord sur les atypiques. Dans l'accord sur les atypiques, on retrouve effectivement l'article 27.1 qui interdit en fait la discrimination sur les domaines technologiques sur les questions de brevets. Alors, c'était une disposition importante parce que plusieurs pays, et pas que des pays en développement, maintenaient effectivement une discrimination en ayant des normes beaucoup plus laxistes en fait pour les questions de brevets pharmaceutiques. Donc, l'article 27 est déjà très important en 1994, mais c'est une question, disons, qui est controversée au sein un petit cercle d'initiés. Et ça devient vraiment une controverse médiatique quelques années plus tard, non pas à Genève, mais à Pretoria, en fait, lorsque 39 compagnies pharmaceutiques ont la très mauvaise idée de s'attaquer à un projet de loi sud-africain. Tout le monde dans l'industrie pharmaceutique aujourd'hui reconnaît que c'était sans doute la pire erreur stratégique qu'ils ont jamais commise. Peut-être même la pire erreur de relations publiques en fait, de l'histoire, parce que déjà à cette époque-là, les entreprises pharmaceutiques avaient des problèmes dans leurs relations publiques. C'était donc les grands méchants dans l'imaginaire collectif, dans les films, dans les James Bond ou dans les romans de Tom Clancy. C'était plus les méchants soviétiques, c'était pas encore les méchants terroristes, c'était les méchantes entreprises pharmaceutiques. Alors déjà,
ils avaient un problème au niveau de leur image publique, et ils s'attaquent à Nelson Mandela, qui lui fait face à un problème d'une pandémie du VIH-Sida. Pire encore, quelques mois après, MSF, donc Médecins sans frontières, obtiennent un prix Nobel de la paix et décident d'investir, de capitaliser sur ce prix Nobel de la paix pour lancer une campagne sur l'accès aux médicaments. Alors, Médecins sans frontières ne sera pas la seule ONG active sur cette question-là, mais ils vont jouer vraiment un rôle très, très important pour définir les termes du débat, pour le circonscrire autour de la question des licences obligatoires. Plusieurs termes utilisés par MSF, comme la notion de médicaments essentiels, seront ensuite reprises par d'autres ONG, comme Oxfam et d'autres, qui vont un peu se fier à l'expertise de MSF. Alors rapidement, il y a déjà des dividendes qui vont être engrangés de cette campagne. Les États-Unis, qui avaient une position assez agressive envers l'Afrique du Sud, mais aussi le Brésil, vont rapidement faire marche arrière. Les entreprises pharmaceutiques, même chose, vont faire marche arrière. Et là, la campagne passe à un rythme un peu plus offensif. À Doha, déjà, on adopte une déclaration sur la santé publique. Déclaration sur la santé publique qui d'abord reconnaît les flexibilités de l'accord sur les aides PIC, mais qui va un peu plus loin dans son fameux paragraphe 6, qui lance des négociations sur la question des pays qui n'ont pas des capacités industrielles suffisantes pour eux-mêmes utiliser le système des licences obligatoires. C'est-à-dire qu'il doit y avoir des pays qui doivent exporter à ce moment-là des produits pharmaceutiques génériques sous licence obligatoire. Et le problème, c'est que dans l'article 31 de l'accord sur les aides PIC, les licences obligatoires doivent être principalement pour le marché intérieur. Donc le problème se situe au niveau de l'exportation de ces produits génériques. Alors on lance des négociations. 2 ans plus tard, donc à la veille de Cancun, on convient d'une décision avec un certain nombre de conditions pour pouvoir effectivement exporter des médicaments sous les licences obligatoires. Et très rapidement, donc le Canada est le premier à annoncer qu'on va modifier la législation canadienne pour permettre ces exportations de produits pharmaceutiques, avec une loi qui a un nom un peu, disons, peu commun, un peu hétérodoxe, c'est l'engagement de Jean Chrétien pour l'Afrique. Et là, donc tout ça s'est produit très rapidement. Malgré que c'était une question hautement controversée, je suis certain que M. Petitgrou peut en témoigner. Vous avez été à la tête de plusieurs des agences qui ont été, vous êtes passé par l'ACDI, par le ministère de la Santé, par Commerce international, Affaires étrangères, donc plus industrie qui était impliquée dans ce cas-là. Donc 5 agences qui ont une culture, disons, assez différente, qui ont des priorités différentes, qui ont été impliquées pour pondre finalement un projet de loi qui a été adopté dans un temps record. Et là, c'est là que le rythme se ralentit. Et là, vous pouvez le voir, enfin, on en parle beaucoup moins dans la presse. Il faut attendre 2008 pour qu'il y ait la première exportation de médicaments d'une entreprise de producteurs génériques en Ontario, Apotex, vers le Rwanda. Ça ne s'est pas fait dans l'enthousiasme non plus, ni du côté d'Apotex, ni du côté du Rwanda. Et depuis, il n'y a plus eu d'exportation, en fait. Là, ni Apotex, ni le Rwanda ont manifesté leur intérêt pour renouveler l'expérience. Et ce n'est pas la seule exportation. La seule utilisation de la loi canadienne, c'est la seule utilisation du mécanisme de l'OMC tout court, en fait. Donc, le mécanisme a été assez peu utilisé. À la fin, vous pouvez voir, il y a quelques soubresauts, encore une couverture médiatique, mais qui découle essentiellement d'une nouvelle attitude agressive des entreprises pharmaceutiques qui contestent des licences obligatoires en Thaïlande, en Inde, ailleurs. Donc, c'est plutôt là, les derniers soubresauts avant le trépas. On voulait comprendre, et avec quelques collègues, Richard Gold à l'Université McGill, Tania Bubala à l'Université d'Alberta, on voulait comprendre ce cycle de vie d'une controverse. Et donc, on a mené des entretiens avec plusieurs acteurs, des ONG, l'entreprise pharmaceutique, l'entreprise générique, dans les pays du Sud, dans les pays du Nord, en Europe, aux États-Unis, au Canada. Donc, on a essayé d'interroger plusieurs personnes qui avaient des points de vue différents sur cette affaire. Et ce qui a émergé de nos entretiens, c'est finalement un curieux paradoxe. Parce que d'une part, on nous a dit et on nous a répété que les ONG ont été un acteur majeur, tant sur le plan médiatique que sur le plan politique. Et c'est effectivement ce qu'on constate par nos propres données. On a fait plusieurs collectes de données, je n'ai pas le temps de toutes les présenter, mais brièvement, une analyse de la couverture médiatique. On a étudié tous les articles de journaux qui ont été publiés au Canada sur cette question-là, et là, on a pu observer que l'essentiel des citations, donc des mots entre guillemets, étaient empruntés à des communiqués de presse venant des ONG. Et donc, les journalistes ont tendance à davantage citer les ONG que le gouvernement, l'industrie générique ou l'entreprise pharmaceutique.
Mais vous savez, parfois, les journalistes n'utilisent pas toujours les guillemets, hein, c'est un peu comme les étudiants. Parfois, parfois, ils se laissent emporter par les communiqués de presse qu'ils reçoivent et intègrent des citations sans utiliser les guillemets. Et on peut donc utiliser aussi les mêmes logiciels qu'on utilise pour retracer le plagiat chez les étudiants, pour retracer ces emprunts que font les journalistes. Et là, on voit que les journalistes, ils se sont vraiment laissés aller, où ils ont effectivement emprunté dans leurs articles plusieurs segments de phrases qui ont été littéralement copiés-collés des communiqués de presse des ONG. Alors, ce n'est pas que médiatique, je pense que c'est un succès aussi sur le plan politique. On l'a observé à la Chambre des communes, on l'observe dans les commissions parlementaires. La plupart, à l'échelle canadienne, la plupart des amendements, des propositions, pas des amendements, mais des propositions qui étaient demandées par les ONG se sont retrouvées effectivement dans la loi qui a finalement été adoptée au niveau canadien. Donc, les ONG ont marqué plusieurs points, alors que l'entreprise pharmaceutique n'en a marqué finalement aucun. Donc, effectivement, je pense que politiquement et médiatiquement, comme nous l'a dit une des personnes qu'on a interrogées, les ONG ont connu un immense succès. Mais c'est un paradoxe, parce que la plupart des ONG qu'on a interrogées nous ont dit que c'était un fiasco, que c'était lamentable et qu'ils avaient finalement échoué lamentablement. Alors, comment est-ce qu'on peut, d'une part, être présentés comme les grands vainqueurs et d'autre part, considérer que c'est un échec? Il y a plusieurs hypothèses. Une première hypothèse, peut-être que les ONG sous-estiment leur propre succès pour des raisons même stratégiques, pour maintenir une pression sur les négociations. Peut-être que les décideurs surestiment à ce moment-là, ou tous les acteurs surestiment le rôle des ONG pour injecter un peu de légitimité à une décision qui a été adoptée. Mais je ne pense pas que les deux premières hypothèses sont valides. Moi, je pense que les ONG ont véritablement ont connu un succès important. Il est encore trop tôt pour évaluer l'impact de la décision du 3 août. C'est quelque chose que tout le monde répétait il y a 5 ou 10 ans, en fait. Aujourd'hui, je pense que cet argument-là est très difficile à faire. On disait à l'époque, il faut attendre que les brevets soient en vigueur en Inde, il faut attendre que les prix augmentent, il faut attendre qu'il y ait une pandémie. Bon, aujourd'hui, enfin plusieurs années après, je pense que cet argument-là est beaucoup moins valide. Les pays qui pourraient en bénéficier n'ont pas l'expertise nécessaire. Peut-être qu'ils ne savent pas qu'il existe ce mécanisme à l'OMC. Ça non plus, j'y crois pas. Tout le monde a fait énormément de publicité. Tout le monde serait prêt à aider les pays en développement à notifier leur intention d'utiliser le mécanisme à l'OMC. J'en doute pas une seconde. Les traités bilatéraux empêchent la mise en œuvre. J'y crois pas non plus. Parce que la grande majorité des pays en développement qui pourraient bénéficier de cette décision-là n'ont pas signé d'accord bilatéral avec les États-Unis ou avec l'Union européenne. Et la plupart des accords régionaux et bilatéraux qu'ils ont signés ne leur empêchent pas, en fait, d'en bénéficier. Et finalement, des conditions imposées par les pays exportateurs et les pressions exercées par les compagnies pharmaceutiques empêchent l'application effective de la décision du 30 août 2003. Ça non plus, j'y crois pas. C'est ce qu'on a beaucoup dit au Canada, mais en réalité, plusieurs autres pays, à la suite du Canada, ont eux aussi modifié leur législation. Il y a des variations très, très importantes. Et finalement, il n'y a aucun mécanisme national qui est utilisé, hein, même malgré qu'il y a des variations importantes d'un pays à l'autre. L'hypothèse qu'on a finalement, ce qui a émergé des entretiens, c'est plutôt cette hypothèse-ci. La décision du 30 août 2003 représente davantage une convergence d'intérêts plutôt qu'une convergence d'idées. Alors, une convergence d'intérêts, pourquoi? Une convergence d'intérêts pour clore le débat. L'idée était d'abord et avant tout d'en arriver à une décision qui soit consensuelle et d'en arriver à un consensus était plus important pour les différentes parties prenantes, pour des raisons complètement différentes. Il leur était plus important d'en arriver à un consensus plutôt que d'en arriver à une solution qui était immédiatement efficace. Alors, il faut ici revenir à la notion de consensus, et là, c'est ici que je n'utilise pas la notion de consensus comme on l'utilise généralement quand on parle de droit de l'OMC. Je parle plutôt de la notion de consensus comme on peut l'utiliser dans les débats publics. Bien sûr, dans les règles de l'accord de Marrakech, on prévoit qu'on aurait pu adopter une note interprétative aux 3/4 des membres, même si c'était considéré comme une histoire de vie ou de mort, même s'il y avait une seule délégation à la fin qui, avant la décision du 30 août 2003, il y avait une seule délégation qui faisait vraiment obstruction. En réalité, personne n'a évoqué cette idée d'utiliser une interprétation. On aurait pu le faire pour l'article 30, notamment de l'accord sur les ADPIC, pas 31, mais l'article 30. Personne a véritablement poussé cette solution-là. On s'en est tenu à la procédure du consensus, mais un consensus qui est plus large, comme je le disais, disons la signification politique du terme de consensus. Essayer d'avoir un consensus qui rejoint toutes les parties prenantes, qui rejoint l'industrie, qui rejoint les ONG.
et même à l'échelle du Canada, comme je vous le disais, où on a essayé d'associer plusieurs ministères différents, où on a voulu consulter les parties prenantes avant même l'ébauche d'un premier projet de loi. On a commencé les consultations avec les parties prenantes avant l'ébauche d'un projet de loi, ce qui était assez inhabituel. Donc, l'idée de consensus, on l'observe aussi dans l'analyse de discours, une analyse lexicométrique. Rapidement, les ONG ont abandonné un discours très, très dramatique, de vie ou de mort, d'apartheid sanitaire. Ça, c'était le cas au début des années 2000, mais rapidement, c'est devenu un discours qui était beaucoup plus technique, un discours juridique. C'est ce qu'on observe de l'analyse lexicométrique des champs lexicaux qui sont utilisés dans les documents produits par les ONG. Même chose pour l'industrie innovatrice, qui au départ avait une attitude assez agressive. Tout de suite après l'annonce du Canada, a annoncé qu'ils ont menacé à mots couverts de retirer des investissements au Canada, mais rapidement, moins d'une semaine après, ils ont changé complètement leur discours, un discours beaucoup plus ouvert, beaucoup plus inclusif. Le discours des ONG, qui lui est devenu technique, mais vraiment technique, s'explique entre autres par un basculement des acteurs centraux au sein du réseau des ONG. Alors, un acteur central auparavant, c'était Médecins sans frontières, et plus on avançait dans la controverse, plus il y a d'autres acteurs locaux. Ici, au Canada, un des acteurs centraux du réseau, alors c'est une cartographie de réseau des ONG, un acteur qui apparaissait central, c'est une toute petite ONG, probablement la majorité des Canadiens dans la salle n'en ont jamais entendu parler, qui s'appelle the HIV/AIDS Legal Network. Mais c'est eux qui ont joué un rôle très, très important pour insuffler la campagne au Canada, pour orienter le ton. Et toutes les autres ONG se sont fiées à l'expertise de cette ONG, et donc ont emprunté aussi son vocabulaire plus technique, disons, que contestataire. Habermas nous dit que pour avoir un véritable consensus, il faut qu'il y ait une délibération plutôt que la force. Je pense que c'était le cas dans ce cas-ci. Ce n'était pas la force matérielle, il n'y a pas eu de coercition dans ces négociations. Un processus ouvert et inclusif, autant que faire se peut, je pense que ça a été le cas, à la fois au niveau multilatéral et certainement au niveau de la mise en œuvre au niveau du Canada. L'existence de métanormes partagées, je pense que c'était aussi le cas parce que tous les acteurs s'entendaient sur le fait que des normes d'exception devaient être adoptées sur la question de l'accès aux médicaments et que les pays en développement pouvaient bénéficier de privilèges que les pays développés ne pouvaient pas nécessairement bénéficier. Alors, il y a déjà un certain nombre d'idées qui étaient partagées par tous les acteurs, non seulement les États, mais les parties prenantes. Par contre, il y a une autre condition qui me semble manquante dans ce cas-ci, c'est la confiance. Parce qu'il y avait le niveau de méfiance entre les acteurs était, et l'est peut-être toujours, en fait, stratosphérique. Certaines personnes qu'on a interrogées nous ont dit « Ah oui, bien sûr, l'Union européenne approuve, ils sont solidaires des pays africains, mais c'est simplement pour détourner l'attention. » Les États-Unis, bon, bien sûr, les États-Unis sont à la solde de l'entreprise pharmaceutique. Il n'y a pas de différence entre Pfizer et USTR. Plusieurs personnes nous ont dit « Bon, les pays en développement, très franchement, ils ne sont pas intéressés par la question de l'accès aux médicaments. Ils ne cherchent qu'à créer une monnaie d'échange pour ensuite pouvoir marchander à l'OMC. » Les ONG, on nous a dit, les ONG sont financées par l'entreprise générique. Les ONG, tout ce qu'ils veulent, en fait, c'est faire une réforme de la santé aux États-Unis. Ils ne sont pas véritablement intéressés par les pays en développement. Ils ne font ça que pour obtenir des fonds du financement du membership. L'entreprise pharmaceutique, alors là, les niveaux de méfiance envers l'entreprise pharmaceutique étaient vraiment à des niveaux inégalés. J'ai interrogé des personnes qui nous ont dit, ah oui, juste avant d'arriver à une réunion importante à l'OMC, sur l'accès aux médicaments, j'allais plaider la cause des pays en développement. Il y avait une crevaison, mes pneus ont été crevés, et je soupçonne l'industrie pharmaceutique d'être derrière la crevaison des pneus. L'industrie générique, même chose. On disait qu'en fait, ils sont intéressés uniquement à changer la législation nationale. Ils ne sont pas intéressés par l'aide aux pays en développement. Une méfiance même envers les organisations intergouvernementales. Ce n'était pas la meilleure période dans les relations entre l'OMS et l'OMC. L'OMS avait certains problèmes. Bon, c'est à l'époque où ils ont publié un livre rouge sur la mise en œuvre de l'accord sur les aides PIC. Bref, un niveau très élevé de méfiance entre les acteurs. Alors évidemment, toutes ces affirmations ne sont pas toujours crédibles, ne sont pas toujours véridiques, mais ils alimentent la méfiance entre les acteurs avec deux conséquences. La première, une absence de dialogue entre les acteurs. Dans les entrevues, les ONG nous ont dit on préfère ne pas parler directement aux entreprises pharmaceutiques, on préfère n'être même pas sur un même panel, on préfère ne pas être dans les mêmes conférences. Le gouvernement canadien l'a senti aussi en rencontrant séparément les ONG de l'industrie. Mais surtout aussi un pessimisme. Alors, toutes les citations que vous voyez ici
ce sont des citations de fonctionnaires, d'activistes, de spécialistes qui ont travaillé sur cette question-là, sur la question de l'accès aux médicaments à l'OMC, qui ont consacré 1 an, 2 ans, 3 ans de leur vie professionnelle et qui nous ont dit on pensait on était sûr que ça ne fonctionnerait pas, pour des raisons différentes. En tout cas, Apotex a été assez désintéressée. L'industrie générique était désintéressée, sauf peut-être Apotex. Des fonctionnaires au Canada nous ont dit un peu à la blague, on a appelé ça l'engagement de Jean Chrétien. En fait, c'est l'administration de Paul Martin qui a appelé ça l'engagement de Jean Chrétien pour l'Afrique, parce qu'on se doutait que ça ne fonctionnerait pas. Les entreprises pharmaceutiques nous ont dit « Ah ben nous, on est d'accord avec le système parce que de toute façon, ça ne menace pas nos intérêts, ça ne fonctionnera jamais ce truc. » Les ONG qui ont poussé la question au départ, MSF, Oxfam, ont rapidement abandonné, sont devenus les plus critiques. Bref, plus personne ne semblait optimiste, mais en même temps, tout le monde était pris avec cette norme sociale ici, là, pas juridique, mais cette norme sociale d'en arriver à une décision consensuelle entre les parties prenantes. Donc, ils étaient coincés d'une part entre cette norme du consensus et le pessimisme sur la possibilité d'atteindre un véritable mécanisme qui soit efficace. Donc, la meilleure façon de s'en sortir à ce moment-là, c'est d'adopter ce qu'on appelle, ce qu'Habermas appelle un unworking agreement. Donc, c'est un accord qui ne fonctionne pas, mais qui permet à tous de s'en sortir, qui permet aux négociateurs commerciaux de montrer que le système commercial est flexible, qui permet à l'industrie pharmaceutique, un peu là comme le pompier pyromane, qui permet d'éteindre le feu qu'ils ont eux-mêmes allumé à la fin des années 90, qui permet aux ONG de clore ce débat pour le réouvrir ailleurs, notamment à l'OMS, par le biais de l'OMS pour le Medicine Patent Pool à Unitaid. Et donc, tous les acteurs, pour des raisons différentes, sont arrivés, je pense, à ce consensus. On sait bien que ça ne fonctionne pas sur le plan empirique, sur le terrain. Néanmoins, on pense que politiquement, c'est un bon jeu, et pour des raisons différentes, que c'est une décision qu'on devrait appuyer. Alors, je termine là-dessus. 2 brèves conclusions. L'importance des relations de confiance. Si on s'inscrit dans ce paradigme dans lequel on veut véritablement associer les stakeholders, là, dans ce cas-ci, il n'y a personne qui a pris la responsabilité de tisser des relations de confiance et de construire la confiance entre les acteurs. Alors ça, je pense que c'est un problème très important. Et sinon, le risque d'en arriver à des accords, simplement pour en arriver à des accords, je pense que c'est un risque auquel l'OMC est encore confronté. Adopter des accords qui ont une valeur sociale ou économique minime, mais simplement pour le symbole de l'accord, ça, je pense que c'est encore un danger qui guette l'OMC. Merci.